Bonjour et bienvenue à ce 38e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on parle de jeux abstraits. Donc ça, c'est le sujet principal de l'épisode. Je vous parle aussi des derniers achats que j'ai faits depuis le dernier épisode, également tous les jeux que j'ai joués en formule rapide et on conclut ça avec un projet québécois. Alors, sans plus tarder, on s'en va directement aux nouvelles. Du côté des nouvelles, il y a un nouvel événement ludique qui va avoir lieu à Québec, là, dans la proximité de Québec. On dit à 15 minutes de Québec. Un événement du style un peu jab où on va avoir une fin de semaine de jeu avec nourriture sur place, etc. On peut coucher là. Donc, cet événement-là va s'appeler le Delirium ludique. Je vais vous inviter là, à aller voir la page Facebook. Ils vont vous mettre plus d'informations, plus ça va aller. C'est supposé être en septembre prochain, le premier événement. Donc, je vais vous mettre le lien là, pour la page Facebook. Donc, vous pouvez aller retrouver ça là, sur Facebook facilement. C'est le Delirium ludique. Aussi, le prochain épisode va être un épisode anniversaire, qu'on pourrait dire. Ça va faire le 2 ans du podcast au mois de mai prochain, donc le 26 mai plus précisément. Et j'ai décidé de joindre l'anniversaire du podcast et de la chaîne. La chaîne, c'est un peu... Quand je l'ai ouvert, je mettais les épisodes du podcast ici et là. Il y a aussi, après ça, j'ai commencé à faire un petit peu de déballage, mais c'était très sporadique. Et puis, disons, environ dans ces eaux-ci, l'année passée, j'ai plus commencé à faire des parties en solo, etc. Et là, j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Donc, ça va être le 1 an de la chaîne et le 2 ans du podcast. Là, un peu anniversaire de tout ça. Je vais regarder sûrement faire quelque chose pour ça. Ça va être à suivre, là. Peut-être un concours, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour le mois prochain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sur Kickstarter en ce moment qui est intéressant? Il y a Dual Powers, un jeu sous la thématique de la révolution russe de 1917. On peut le jouer en solo ou à 2 joueurs. Donc, ça avait l'air très intéressant, ce Dual Powers. Mais je pense qu'il n'était pas encore financé. Sinon, il y a encore 40 voleurs de nos amis de Jack Bro qui est encore pour quelques jours. Là, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, si ça va être déjà terminé. Mais sinon, si ça ne l'est pas, là, je vous invite à aller voir ça et aller le supporter, les financer là, après, de mémoire, à peu près 150%. Il y a aussi Tramways Engineer Workbooks qui est à surveiller. Je suis tombé là-dessus tantôt. Là, je regardais un petit peu les projets qu'il y avait en ce moment. Ça fait un petit bout que je n'avais pas regardé sur Kickstarter. Et donc, c'est un jeu, un livret, pas un livret, un livre de jeu, de puzzle où on va dessiner des tramways à différents endroits, puis essayer de résoudre les problèmes, puis essayer de faire les meilleurs scores possibles. Puis, il y a aussi le jeu Tramways qui est disponible aussi dans le même pledge, un jeu que ça me disait vaguement quelque chose. Et je vais pencher un peu plus sur ce jeu-là. Ça me semblait très intéressant aussi. Donc, je vous invite à aller voir ça. Tramways Engineers Workbook. Et finalement, il y a Unbroken. Je vous dirais, je l'ai vu passer souvent ici et là. La Société des Jeux, Martin, la Société des Jeux en a fait une vidéo. Puis on dirait, je sais pas, il m'accrochait pas. On dirait, je me disais, un autre jeu long d'aventure. J'en ai plein des jeux longs d'aventure. Puis là, j'ai vu, non, finalement, c'est un jeu d'une 30aine de minutes seulement solo, on va tenter de battre des monstres. Bon, c'est une thématique qu'on connaît beaucoup. Ça me semblait très intéressant. Puis c'est un pledge de 29$ canadiens, shipping inclus. C'est très abordable pour un jeu de ce style-là. Il avait l'air d'avoir beaucoup de contenu, beaucoup de monstres à battre. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il restait quelques jours aussi, là, au moment que je tourne aujourd'hui. Là, on est le 21 avril, donc il restait quelques jours au moment de la diffusion. Là, je ne sais pas ça va être quand, mais en tout cas, allez voir ça si c'est encore disponible, Unbroken. Et sur ça, là, on va passer au sujet principal de l'épisode. Alors, comme j'en ai fait mention là, au début de l'épisode, je voulais vous parler de jeux abstraits.
j'ai fait des acquisitions récentes qui m'ont dit « Ah, ben j'aimerais ça vous parler de ce type de jeu-là. » Je vais y aller avec la définition Board Game Geek, juste pour vous mettre, on se met tous dans le même bain que de quoi qu'on parle. Quoique définition que je changerais peut-être un peu, mais ça nous dit, dans le fond, sur Board Game Geek, sur le glossaire, ça nous dit c'est un jeu généralement limité pour 2 joueurs. On va voir dans des exemples que c'est plus souvent c'est quand même souvent le cas, mais on a de plus en plus de jeux abstraits qui vont se jouer à plus que 2 joueurs. Il n'y a souvent pas de chance et avec un thème peu important, sans impact pour le jeu. Le thème est juste là en termes d'apparence, mais ne sert pour nommer des pièces comme les échecs, par exemple, qui est un jeu abstrait, on dirait le plus connu, mais un pion, ben c'est un pion. Le roi, c'est le nom d'une pièce, ça pourrait être n'importe quel autre élément, puis ça ferait la même chose, là. Elle aurait les mêmes caractéristiques, même si on change son nom. Donc c'est ça qu'on veut dire par un thème qui est peu important et sans impact pour le jeu. Au niveau des exemples de jeux là, que j'ai joués, là, pour vous donner un vaste aperçu de qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu abstrait, qu'est-ce qui vous intéresse. Pour moi, j'aime ça, les jeux abstraits, c'est souvent c'est vrai que c'est souvent des duels. Là, on a de plus en plus de jeux qui nous apportent à se confronter à plus que 2 joueurs, donc qui amènent des aspects très intéressants, comme Azul, par exemple. Azul, qu'on a parlé beaucoup, jeu abstrait extrêmement intéressant, qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a il peut avoir un peu d'aspect chance, par contre, dans ce jeu-là, au niveau de la pige des tuiles. Des fois, on ne contrôle pas, il y a des lignes qu'on n'est pas capable de faire. Et ça nous bloque un peu dans les tours. Donc ça peut être un aspect chance qui est quand même minimisé si on joue bien stratégique, mais on peut quand même influencer facilement la partie des autres joueurs là, en faisant certains mouvements stratégiques. Donc Azul, comme je disais, si vous ne connaissez pas le jeu, Azul, c'est tout simplement là, un jeu où on va avoir des factories avec des petites tuiles. Ces tuiles-là, on va tenter on va aller les chercher et on va les placer sur notre plateau personnel. Et il y a un système de lignes. Lorsqu'ils sont complétés, à la fin d'une manche, on va pouvoir les mettre sur notre mosaïque. Et le but, c'est de faire une mosaïque qui rapporte beaucoup de points. Quand on place à côté de tuiles adjacentes, ça nous donne de plus en plus de points, plus il y a de tuiles alignées avec cette nouvelle tuile-là. Donc c'est un peu le principe du jeu. C'est un jeu qui joue assez rapidement et il y a un déclenchement de partie qui est contrôlé par les joueurs. Donc il y a des parties qui peuvent être plus courtes ou plus longues. Donc Azul, c'est vraiment très intéressant, super beau esthétiquement, même si le thème n'a pas vraiment d'importance. Un autre jeu assez connu aussi, abstrait dans le moment, c'est le jeu Sagrada. On va faire un vitrail à l'aide de dés translucides, mais en fait, tout simplement, c'est un jeu où on va avoir une petite fenêtre, un vitrail à faire, et on va sélectionner des dés au courant des 10 rondes, et on va avoir des restrictions sur notre plateau personnel pour placer ces dés-là. On ne peut pas placer le même chiffre adjacent, on ne peut pas placer le même dé de la même couleur adjacent. Et aussi, on a une carte en dessous qui nous restreint sur certaines couleurs de dés ou chiffres à poser à ces endroits-là. Donc, un beau petit casse-tête, ça se joue assez rapidement. Vraiment le fun à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Vraiment Sagrada, désolé. Sagrada, c'est vraiment aussi un très bon petit jeu. Qui est de nouveau disponible en magasin. Il y a souvent des reprints et là, il est encore de nouveau disponible. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous ne connaissez pas Sagrada, mais on a vu beaucoup passer, beaucoup parler. Là. Je pense que si vous suivez un peu les groupes de jeux, vous l'avez vu en masse passer, Sagrada. Un autre exemple de jeu abstrait que je vous ai parlé assez récemment, c'est Number 9. Vraiment typiquement abstrait, un casse-tête. Il y a une carte qu'on révèle, c'est le chiffre qu'on doit prendre et on doit le placer sur notre, pas plateau, mais devant nous, sur notre tour qu'on essaie de monter. J'en ai d'ailleurs fait une partie en solo si vous voulez aller voir ça. C'est une partie qui dure, une vidéo qui dure 10 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Un jeu abstrait très intéressant, aussi le fun à 2. En solo, je l'ai joué à 4 joueurs aussi. Là, je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais classique jeu abstrait, on voit que
même thématiquement, c'est des chiffres. Il n'y a pas d'impact, ça rappelle des formes quelconques. Et là, ils ont décidé d'y aller avec les chiffres. Ça a un impact sur la forme des tuiles, mais en même temps, ça aurait pu être absolument n'importe quoi. Mais très bon comme petit jeu. Number 9, Patchwork aussi, où on a des formes encore là à la Tetris, que je pourrais dire, où on va tenter de faire une courte pointe. Donc, ça pourrait être encore là n'importe quoi. Mais c'est un jeu abstrait à 2 joueurs, vraiment très intéressant et très stratégique au niveau de la pige des tuiles. Vu qu'on est toujours limité aux 3 prochaines suivant le marqueur. Et des fois, c'est pas toujours un à tour de rôle, c'est vraiment selon notre position sur la piste de temps, là, sur le plateau central. Et à ce niveau-là, ça nous permet des fois d'aller chercher plusieurs tuiles et aussi d'empêcher l'autre joueur d'aller chercher certaines tuiles qui lui permettraient vraiment de compléter là, mieux sa courte pointe. Donc, vraiment un excellent jeu, Patchwork. Ça, je vous le recommande fortement. J'ai rejoué récemment, là, puis j'adore vraiment ce jeu-là. C'est vraiment un beau duel à 2 joueurs. Un autre jeu très beau, esthétiquement, Santorini. Santorini, c'est vraiment rapide comme partie. 5 à 10 minutes comme partie. C'est très abstrait, même si thématiquement, il est vraiment beau. C'est sûr que si on change, lui par contre, si on change la thématique, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on construit des bâtiments en Grèce avec le fameux toit dôme bleu sur le dessus et les bâtiments blancs. Donc c'est vraiment, ça ressort vraiment beaucoup sur un plateau de jeu qui est très bien fait. Donc c'est sûr que si on mettrait des boîtes brunes carrées avec un compte sur le dessus, ce serait peut-être moins beau visuellement, moins attrayant. Je pense que ça ferait peut-être moins vendre le jeu. Dans ce cas-ci, le thème est plus un aspect vendeur. C'est sûr qu'au niveau de la mécanique, ça pourrait être absolument... ça changerait pas. Ça serait des boîtes de carton puis des cubes qu'on déplace. Là. Ça n'aurait pas d'impact à ce niveau-là. Donc Santorini, petit jeu où on va tenter tout simplement d'amener un bâtisseur sur le dessus d'un bâtiment de 3 étages. Aussi simple que ça. On peut jouer avec des cartes spéciales ou sans effets spéciaux. Puis on a toujours 2 bâtisseurs. Puis on a l'option toujours à notre tour de construire ou de se déplacer. Donc c'est vraiment très simple comme jeu. Santorini. À 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 4 aussi. Je ne l'ai jamais joué à 4. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Je pense que le monde aime mieux quand même jouer à 2. Pour ce jeu-là, c'est un beau jeu de duel également. Un autre jeu abstrait qu'on a peut-être moins entendu parler, mais que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est Onitama. Onitama, un petit jeu encore là de duel à 2 joueurs, dans lequel on va avoir 4 personnages, un chef, je dirais, je me souviens plus des termes, et 4 pions. Et on va tenter d'amener notre chef, on va dire le roi, dans l'autre case de l'adversaire, de son autre côté. Et on va avoir toujours 2 actions possibles, mais les cartes qu'on a en jeu, on va toujours, elle qu'on choisit, on va la donner à l'adversaire, et ainsi de suite. Donc les cartes vont rouler comme ça, et on va savoir les actions qu'on donne à l'adversaire, les déplacements en fait qu'il peut faire avec ses pions. Et nous, on va recevoir aussi de son côté les cartes qu'il a jouées. Et c'est tout le temps les mêmes cartes dans la partie. Puis à chaque partie, on peut changer ces cartes-là. Donc ça crée une variation au niveau des déplacements, une variation au niveau de la partie. Puis c'est très, très stratégique, vraiment très fun. Onitama, là, si vous pouvez mettre la main là-dessus, je vous le conseille fortement. J'avais beaucoup apprécié. C'est un jeu que je ne possède pas, mais que peut-être éventuellement je vais me le procurer. Donc Onitama, là, dans les jeux abstraits, pour moi, c'est un excellent jeu. Un autre exemple que j'ai essayé quand même récemment, mais c'est relativement un vieux jeu. C'est le jeu Génial ou Ingenious en anglais, dans lequel on peut jouer, je crois, jusqu'à 4 joueurs, dans lequel on va placer des tuiles qui ont 2 couleurs et on va les placer sur le plateau pour les joindre à d'autres tuiles de la même couleur. Et je crois qu'on fait un certain nombre de points selon... on avance un marqueur selon la ligne, combien il y en avait dans la ligne, et à la fin de la partie, je crois qu'on fait celui qu'on en a le moins fait, c'est lui qui nous donne notre nombre de points. Donc un système intéressant de vraiment varier notre jeu, et on peut bloquer, on joue tous sur le même plateau, puis on peut bloquer les autres joueurs aussi.
Donc, un concept très intéressant, génial. J'avais été assez surpris par ce jeu-là, même si c'était un vieux jeu, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça, de ce jeu-là. Donc, je vous invite à aller voir ça aussi. Ça m'avait agréablement surpris, là, génial. C'est peut-être pas la boîte fait très années 90, là, mais j'avais été agréablement surpris par Génial, là, ou Ingenious en anglais. Ici, j'arrive avec un de mes jeux favoris là, du côté des jeux abstraits. C'est le jeu Photosynthesis. C'est sûr, j'ai étudié dans la construction en bois, un peu dans l'univers de la science du bois, donc j'aime les arbres en général, j'aime ça cet univers-là de la forêt. Puis donc le jeu Photosynthesis, vous avez sûrement vu passer des photos de ce jeu-là où on va avoir notre forêt qu'on va faire grandir, mais on est tous dans la même forêt, puis il y a les arbres des adversaires, donc des différentes essences d'arbres. Et il y a un concept du soleil qui va nous rapporter des points de lumière, qui va plus, donc on va capter du soleil, plus on va pouvoir faire d'action, plus on va pouvoir développer nos propres arbres. Donc ça se tient très bien avec la mécanique du jeu. Celui-là, la thématique, je pense que elle serait difficile à enlever, quoique, bon, je trouve qu'elle colle bien là, avec même si c'est un jeu abstrait, elle colle bien avec les mécaniques du jeu, le principe d'aller chercher de la lumière. Si on a un arbre plus grand que l'autre, on va aller la chercher quand même. On peut bloquer, on peut faire de l'ombre aux autres. Donc ça serait difficile de l'enlever de ce jeu-là. Mais vraiment, là, Photosynthesis, vraiment sympathique. C'est un jeu qui va être quand même plus long et beaucoup mieux à 4 joueurs qu'à 2 joueurs parce que là, la forêt est très dense parce que c'est le même plateau de jeu qu'on soit 2 ou 3 joueurs, 2, 3 ou 4 joueurs. Donc, Photosynthesis, côté jeu abstrait, pour moi, c'est vraiment là, ça a été un coup de cœur, puis c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de tension là, à 4 joueurs. La partie que j'avais jouée, j'en ai joué beaucoup aussi à 3 joueurs. Donc, Photosynthesis, je vous invite à aller voir ça aussi. C'est assez récent comme jeu et vraiment magnifique là, comme sur le plateau. Qu'est-ce que ça donne? Un exemple de jeu abstrait en solo, Castellion, que j'ai plus ou moins apprécié. On pige des... Ouais, on pige des tuiles, on essaie de les placer, on a certaines restrictions à faire, une espèce de casse-tête. Mais j'ai pas vraiment accroché à ce jeu-là. Mais c'est dans la série Univers, je pense qu'il y en a beaucoup de joueurs solo qui apprécient cette série-là. Moi, j'ai un petit peu de difficulté. J'accroche pas plus que ça à cette série-là. Mais donc, je vais quand même vous partager là, mon opinion, ou pas non, mon opinion, mais en fait que ce jeu existait. Il y a toute la série Univers aussi qui... Est-ce que c'est considéré abstrait? Mettons, Onirim, c'est très jeu de cartes, donc je pense pas que c'est très abstrait, là, mais Castellion, ça l'est quand même. C'est vraiment un puzzle qu'on tente de résoudre là, en solo. Il y a aussi Corridor. Corridor, jeu assez connu où on va tenter tout simplement de traverser le plateau avec notre pion jusqu'à l'autre côté. Et on a toujours deux options. Avancer notre personnage, notre pion, et ou placer des corridors. Des corridors, dans le fond, qui vont bloquer l'adversaire, mais aussi des fois nous bloquer nous aussi. Et on a un certain nombre de murs qu'on peut mettre. Et on va tenter, dans le fond, de piéger un peu l'adversaire tout en se frayant un chemin. C'est vraiment un jeu très sympathique. Corridor, dans les jeux abstraits, ça c'est vraiment abstrait. Là. C'est des pièces de bois. C'est des super beaux jeux en bois qui sont faits. Dans la même veine, il y a Quarto aussi. Quarto où on va... tout le monde a les mêmes pièces. Et c'est nous qui donne la pièce à l'adversaire qui va placer. Et il y a des lignes à faire. Si on fait une ligne, une diagonale avec toute la même... C'est toutes des formes sphériques, c'est toutes des formes avec un trou, c'est toutes des formes carrées, etc. Mais on donne toujours la pièce à l'adversaire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme petit jeu abstrait. En duel encore là, ça se joue assez rapidement. Donc, Quarto. Donc, finalement, là, pour terminer les exemples, pour pas trop m'étirer, il y en a tellement des jeux abstraits, il y a tellement un gros univers si vous aimez ces styles-là de confrontation, de jeux très stratégiques qui sont assez courts. Il y a Koulami. Koulami, ça fait un petit bout que j'ai joué, plus qu'1 an je crois, où on place des billes et il y a différentes régions
sur le plateau, différentes pièces carrées qu'on doit contrôler. Je me souviens plus exactement de toutes les règles, mais j'avais bien apprécié le jeu. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens que c'était quand même très bien fait là, au niveau du. Il y avait tout le temps des décisions assez déchirantes sur les billes qu'on allait placer. Donc, Koulami, un autre bon petit jeu. Je pense du même éditeur là, que Onitama, là, si je me trompe pas. Et donc, c'est ça. Kulami, c'était aussi excellent comme petit jeu abstrait. Donc, pour terminer là, la petite rubrique jeu abstrait, je vais vous présenter là, le top 5 BGG. Donc, pour vous donner une idée de quels qui sont les plus appréciés par les joueurs au niveau des jeux abstraits. Alors, la 5e place revient à Tsar. Tsar, un jeu que je ne connaissais pas du tout. Je suis allé voir un peu sur BGG qu'est-ce que ça représente. C'est un jeu, en fait, qu'on va avoir une 30 pièces de différentes valeurs et on va déplacer ces pièces-là ou on va placer ces pièces-là sur le plateau, un plateau avec des triangles qui forment des hexagones et on va tenter que l'adversaire se départisse de toutes ces pièces ou qu'il soit plus capable de capturer de ces pièces. Donc, ça semble être un jeu où on va être capable de réempiler, reprendre ses pièces, etc. Donc, c'est un jeu abstrait probablement où on vient à se bloquer ici et là. Il y a aussi, donc après ça, en 4e position, Santorini, que je vous ai parlé tantôt. Ça mérite très bien sa place. 3e, Yinch, que je ne connaissais pas non plus. Lui semble très intéressant. On va avoir des anneaux qu'on va déplacer sur le plateau. Et quand on déplace nos anneaux, on va placer un marqueur. Et ces marqueurs-là, c'est la couleur d'un joueur d'un côté, l'autre couleur d'un joueur de l'autre côté. Et lorsqu'on va passer par-dessus ces marqueurs-là, on va les tourner de l'autre couleur. Et donc, les couleurs vont tout le temps s'alterner, mais le but, ça va être de faire une ligne de 5 marqueurs. Donc, au cours de la partie, ça va assez varier. Donc, ça a l'air vraiment très bien comme jeu Yinch. Et donc, pour la 2e place, c'est Patchwork, très bien mérité. Et la 1re place, c'est Azul, depuis très peu. Il a déjà pris, là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, il a déjà pris la 1re place là, des jeux abstraits pour Azul. Donc, ça complète mon petit topo sur les jeux abstraits. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me commenter, me dire quel est votre jeu abstrait favori. Il y a sûrement plein de jeux abstraits super bons que j'ai pas parlé. J'en ai joué, mais j'en ai pas joué des tonnes non plus. Mais c'est un type de jeu que j'apprécie quand même beaucoup. Donc, ça fait le tour là, pour les jeux abstraits et le sujet principal. Et on s'en va aux derniers achats. Alors, pour mes derniers achats, j'ai été un peu plus tranquille à ce niveau-là. Depuis le dernier épisode, surtout j'ai été malade un bon 2 semaines là, avec une sinusite. Donc, j'ai été ralenti, j'ai pas joué beaucoup, donc j'ai moins acheté également. Mais j'ai quand même reçu là, quelques jeux malgré tout. J'ai reçu le 7e continent. Enfin, j'étais pas si enthousiaste que ça. Je m'étais dit, il y a tellement de monde qui l'ont supporté. J'ai regardé des vidéos, tout ça. Ça a l'air très intéressant. C'est peut-être pas mon style de jeu à 100%. Puis là, je vais vous en reparler tantôt dans les expériences de jeu. Je vous garde ça un petit teaser, mais pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé dans les premières parties. J'ai aussi reçu Black Orchestra, l'extension Tuscany pour viticulture, Rise to Nobility et Sagrada. Donc, vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les vidéos de déballage de ces jeux-là. Black Orchestra est déjà en ligne d'ailleurs. Et donc, c'est ça pour ça. Et donc, ce sont mes derniers achats. Je ne m'éterniserai pas plus que ça et on va tout de suite passer là, aux expériences de jeu. Alors, malgré le fait que j'ai été, comme je disais, malade pendant 2 semaines, que j'ai vraiment pas beaucoup joué j'ai pratiquement pas joué dans ces semaines-là, j'ai quand même réussi à jouer à 19 jeux. Donc, j'étais quand même un peu surpris de voir ça, mais il y a eu Pâques aussi. Avant ça, que j'ai quand même joué beaucoup de jeux en famille à Pâques. Et sinon, c'est les jeux normaux, mais je pense que j'ai réussi quand même à jouer plus que je pensais au final. Donc, j'y vais là, sommairement. Donc, il y a 19 jeux que je vais vous parler. 19 jeux différents que j'ai joués depuis le dernier épisode. Premièrement, j'ai rejoué à Fields of R, qui est juste ici dans ma ludothèque.
c'est vraiment un jeu excellent à 2 joueurs, justement. Un jeu avec tellement d'options. On peut aller livrer des marchandises au village, on peut aller chercher, élever des animaux sur notre territoire, on peut faire cultiver du grain, on peut couper du bois, on peut faire plein de choses pour faire évoluer notre parcelle de terre, on peut construire des bâtiments. On va aussi couper du peat, je ne sais pas la traduction pour le peat, qui nous sert à plein de choses dans le jeu. Il y a tellement d'options dans ce jeu-là. C'est très stratégique. On a toujours 4 actions par phase de jeu. Je crois qu'il y a 7 demi-années. C'est tout le temps des demi-années. Puis des fois, on peut aller faire une action de l'autre saison. Mais par contre, on va donner le premier joueur à l'autre si jamais c'était pas nous. En tout cas, il y a une petite twist à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très intéressant, là, Fields of War. Je vous conseille fortement. Il y a l'extension aussi là, qui vient de sortir, que j'oublie complètement le nom, qui va sûrement rajouter plein de trucs intéressants, qui rajoute un troisième joueur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est un jeu qui est quand même long. Ça dure un bon 2 heures à 2 joueurs. Rajouter un troisième joueur, je pense que ça deviendrait peut-être un petit peu lourd là, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires là, sur l'extension parce que c'est pas un jeu nécessairement que beaucoup de gens possèdent non plus. Fields of War et un excellent jeu de Uwe Rosenberg. J'ai également rejoué à Rivet Wars, Easter Front. Encore là, à 2 joueurs, c'est dans la même soirée. C'est avec Joe de l'école du jeu. Puis il y en a sûrement, de mémoire, il en a parlé aussi là, dans son topo là, du dernier mois sur la chaîne de l'école du jeu. Donc, Rivet War, Starfront, c'est vraiment c'est le fun. Les figurines sont belles, il y a de la tactique un peu. C'est sûr que c'est l'aspect D, des fois, qui vient un peu, un peu tout gâcher ça parce qu'il y a quand même beaucoup de tactiques à avoir. Il y a des personnages plus forts que d'autres contre d'autres, mais c'est quand même un lancer de dés qui, des fois, si on est mal chanceux toute la partie, ben on ne gagnera pas tout simplement. Je me souviens aussi, j'avais joué d'autres scénarios qui étaient beaucoup avantagés pour un côté, une des deux factions. Là, on a joué un scénario qui était quand même assez serré. Ça s'est joué sur des coups de dés un petit peu au cours vers la fin de la partie. Donc, je pense que j'ai gagné par 1 point, quelque chose comme ça. Et des fois aussi, il y a les 4 missions. Des fois, ça tombe vraiment bien dans notre main. Puis, on peut les réaliser très prochainement. Donc, avec la tactique qu'on avait envisagée. Donc, des fois, il y a un petit aspect chance quand même important dans le jeu. Mais ça reste un jeu très beau. Les miniatures sont vraiment très belles. Un jeu que je sors à l'occasion, pas très souvent. Donc, c'est ça pour Rivet War Easter Front. Et on a conclu là, cette session de jeu-là avec Dominion Arrière-Pays. Dominion, c'est un jeu que je n'ai pas joué souvent. J'apprécie bien à chaque fois que je joue. C'est vrai que c'est un très bon jeu de deck building. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué de deck building en plus. Donc, toujours très bon. La partie qu'on a jouée était quand même longue pour ce que ça devait être. Là, selon l'expérience de Joe qui me disait que ça avait été quand même long. Peut-être les combos des cartes n'étaient peut-être pas très intéressants. C'était le setup de base de arrière-pays qui nous conseillait dans la boîte. Et ou peut-être qu'on avait mal saisi des combos intéressants. C'est pas ma force, là, les jeux de deck building, mais j'ai bien apprécié quand même. Là, pour Dominion, je pense que ça a fini nul. Là. Donc, c'est un petit peu plate. Mais bon, c'était ça pour Dominion arrière-pays. J'ai également enfin joué à Antiquity à plus qu'un joueur. On a joué à 3 joueurs. Ça a vraiment été pour moi vraiment une belle expérience de jeu. Très compétitif au niveau du développement, au niveau de où on va aller s'installer. Des fois, on se fait bloquer notre endroit pour se mettre une deuxième ville. Malheureusement, la partie, j'ai pas vérifié assez ce que les autres ont. Il y a des différentes conditions de victoire, puis il y en a un qui a dit « Ah, je l'ai, j'ai fini ». Puis j'ai pas validé qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Fait que là, on a terminé la partie comme ça. Il y a un autre collègue aussi, un autre ami qui avait aussi qui disait parce qu'on peut terminer dans le même tour. Plusieurs joueurs peuvent terminer dans le même tour. Il disait aussi qu'il était
qu'il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai pas vérifié non plus. Et finalement, moi, il manquait un tour. Là. Je suis pas en mesure de finir. Puis finalement, à la fin de la partie, on commence à ramasser. Puis là, fait ah, il te manquait ça. Puis toi, puis là, l'autre joueur se rend compte aussi qu'il manquait des éléments. Donc, au final, la partie, là, je me suis déclaré vainqueur parce que j'ai pas triché. Mais non. Mais non, finalement, ça a été quand même une très belle expérience. Ça aurait pris un tour de plus finalement pour terminer cette partie-là. Un jeu quand même assez intense. Ça s'est joué quand même en 2 heures et quelques, là, malgré tout, là, à 3 joueurs. Moi, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petites manipulations, de petits tokens à placer sur le plateau. Des fois, ça devient assez lourd à faire, mais on s'habitue quand même au cours de la partie. Puis on joue bien avec tout ça. Puis j'aime le principe d'aller cultiver le terrain, puis de notre ville à la Tetris qu'on peut faire, les objectifs de fin de partie qu'on peut choisir en fonction de comment ça va dans notre partie. Donc ça, c'est vraiment très bon là, pour Antiquity. J'ai apprécié l'expérience là, à 3 joueurs. J'ai également joué plusieurs parties de Through the Ages sur l'application mobile que j'ai téléchargée. Je pense que j'en avais parlé dans le dernier épisode ou quelque chose comme ça. Et donc, Through the Ages, vraiment très bon. Puis l'automa, ils sont vraiment difficiles. J'ai réussi à passer le premier challenge contre un adversaire. Et là, je suis au deuxième challenge. J'ai 2 adversaires. J'arrive pas à les battre. C'est vraiment pas évident. Ça, j'entrecoupe souvent là, mes parties. Là. Je joue souvent sur l'heure du dîner au travail. Ça change un peu les idées. Puis c'est le fun. Toujours de jouer là, à Through the Ages. Je vous le recommande fortement si vous appréciez ce jeu-là. L'application est vraiment très bien faite, ça roule très bien. Tout est très bien automatisé aussi au niveau de ce qu'on paie. Puis c'est tout bien indiqué si on est dans le plus, dans le négatif, si on a de la corruption, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Puis on peut retourner en arrière aussi sur nos actions. Des fois, on fait une certaine action, puis on peut facilement retourner, défaire ce qu'on a fait, repenser. Donc vraiment très bien là, pour l'application de Through the Ages. Donc, j'ai également continué mon aventure dans Gloomhaven. Ça va plus ou moins bien. J'ai de la misère à passer des scénarios, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir quand même à jouer. Et là, dans le fond, je me mets au niveau normal, mais là, à niveau normal, il faut toujours quand même mettre un niveau de plus, la force des monstres. Et ça devient quand même difficile. Je trouve cette règle-là peut-être un peu pénalisante. Là. Probablement que je vais baisser le niveau de difficulté là, pour les prochaines parties. Question de reprendre le beat du jeu. Et le but quand même, c'est de passer les scénarios. Là. Je ne veux pas passer 10 fois sur un même scénario. Ça risque d'être un peu trop long. Puis aussi, c'est un peu à double tranchant parce qu'on augmente notre expérience, nos personnages augmentent. Peut-être que je vais changer aussi. Je vais aller reprendre d'autres personnages de base pour baisser ce niveau-là. Puis avoir des monstres plus faciles à battre. Il faudrait peut-être que je commence à évoluer peut-être d'autres personnages. Donc je vais voir. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir. Là. Même si le setup est long, ça c'est ce qui me rebute tout le temps un petit peu. Même j'ai l'insert, j'ai tout. C'est tout le temps quand même long à mettre en place pour une partie souvent. C'est sûr qu'il faudrait que j'en joue un peu plus, mais des fois j'aime ça jouer à plusieurs jeux. Donc c'est un petit peu difficile sur cet aspect-là, mais j'ai toujours plaisir à jouer à Gloomhaven. J'ai également joué à The Manhattan Project pour la première fois. Un jeu où on va faire des bombes, on a du placement de travailleurs, on a un développement de plateau personnel aussi à faire. On va avoir certaines actions, mais les autres peuvent venir aussi faire de l'espionnage puis voler nos actions. On peut se faire détruire aussi, endommager des bâtiments. Il y a un peu de confrontation, mais on peut s'en sortir quand même malgré tout. Moi, ça a quand même bien été comme partie, mais ça s'est terminé très serré. Un joueur qui manquait, je pense, $1 pour réussir à remporter la partie parce que ça se termine dès que quelqu'un fait un certain nombre de points dépendant du nombre de joueurs avec ses bombes. Et finalement, juste après, j'étais en mesure de terminer. Donc, ça a bien été à ce niveau-là. Et l'expérience a été vraiment très intéressante. C'est un jeu qui escalade vite à la fin. Donc, souvent, ça va très tranquillement. Puis, bang, bang, bang. C'est terminé. Tout le monde, plein de joueurs ont fait des bombes. Les bombes qui fallait quand même beaucoup de points. Donc, ça n'en prend pas nécessairement beaucoup pour remporter la partie. J'ai également aussi essayé pour la première fois Istanbul, un classique.
Vraiment très bien. C'est vrai que c'est un petit. J'avais déjà joué à Yokohama. C'est un Yokohama Light, mais on peut dire plutôt que Yokohama est un EV Istanbul, là. Je sais pas dans quel ordre les mettre. Euh, mais en tout cas, Istanbul, j'ai bien apprécié la partie. Ça joue vraiment très bien. Principe de, de ramasser ses travailleurs, de les déplacer, euh, de revenir sur ses pas pour faire plus d'actions. Il faut bien planifier ses actions. C'est vraiment, j'aime ce concept-là qu'on retrouve aussi là, dans Yokohama, sous une forme un peu plus complexe, mais vraiment bien apprécié ce petit jeu-là. Istanbul. J'ai rejoué à Azul, mais j'en parlerai pas plus en détail. Je l'ai joué à 4 joueurs. Toujours très apprécié comme jeu. Je l'ai fait découvrir à des nouvelles personnes, justement à Pâques, à des cousins, à mon frère. Ils ont bien apprécié aussi ce jeu-là, Azul. Patchwork, que j'ai fait découvrir à mon frère, puis il voulait pas arrêter de jouer. Parce que c'est tellement un bon jeu, puis c'est le genre de jeu, je pense qu'il aime bien. On a partagé certaines victoires. Donc, ça a été une belle expérience là, sur Patchwork. Number 9 également, que j'ai eu la chance de jouer à 4 joueurs. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. C'est vraiment chacune. Tu sais, tout le monde a les mêmes cartes. Là. Tout le monde a les mêmes tuiles qui vont sortir en même temps. Fait qu'au début, ça se ressemble, mais plus la partie avance, plus on essaie certains éléments. Tu regardes plus ou moins ce que les autres font. Tu penses que ta stratégie est meilleure. Puis c'est vraiment très, très cool. Puis à la fin, on compte les points. Puis comment tu as réussi à faire 30 points de plus que moi avec le même tirage de cartes, le même tirage de chiffres. Ça, c'est vraiment très cool. Comme petit jeu, là, Number 9, je vous le recommande là, fortement si vous aimez ces petits casse-têtes-là qui durent 10-15 minutes. Là, ça joue très bien, puis il n'y a pas de mise en place. Là, on ouvre la boîte, on est prêt à jouer. Ça, c'est vraiment très bien pour Number 9. Également, j'ai rejoué à For Sale. For Sale, je pense que j'ai joué à 5 ou 6 joueurs. Toujours très, très le fun, ce jeu-là. Petit jeu d'enchères. On mise sur les maisons que l'on veut se procurer. Et après ça, dans la deuxième phase de jeu, on essaie de revendre nos maisons au meilleur prix possible, avoir le meilleur chèque possible. Un beau petit jeu de bluff, enchères. Un beau petit mix de tout ça. C'est vraiment toujours très bon. For Sale. J'ai également rejoué à The Game à 5 joueurs. Ça a été une très, très bonne partie. Il nous restait quelques cartes en main, là. On a pratiquement réussi à remporter la partie. Donc, toujours une belle expérience de game. C'est jamais facile. Plus on est joueur, plus ça devient difficile à mon avis, là. J'avais déjà joué en solo puis à plusieurs reprises. C'était beaucoup plus facile à ce niveau-là, vu qu'on est notre seule main de carte, c'est nous qui la voit. Quand on ne voit pas celle des autres, on peut indiquer, ben, va pas trop jouer là, si possible. Mais des fois, c'est juste impossible. Puis pour des joueurs que c'est la première expérience, des fois, ils pensent que c'est vraiment dommageable de baisser de 20, mais c'est peut-être pas si pire que ça. On est capable de remonter. Donc, il y a tout cet aspect-là dans le jeu. J'aime vraiment le The Game, c'est vraiment un très bon jeu. Puis en passant, je sais qu'ils ont sorti, ben, il y a The Game Extreme, que ça fait longtemps qu'il est sorti, qui rajoute encore plus d'éléments fâchants dans le jeu, des événements, on pourrait dire. Et il y a le duel qui vient de sortir aussi, qui a l'air très cool, où on va avoir chacun notre pile à faire, mais on peut jouer sur la pile de l'autre si seulement ça a l'avantage, mais peut-être ça va nous permettre de passer certaines cartes, de refaire notre main, etc. Donc ça me semblait très bien là, le The Game Duel aussi. J'ai rejoué aussi à Ticket to Ride Germany. J'aime vraiment cette version-là avec les petits passagers à aller récupérer. Là. Il y a vraiment deux stratégies à avoir. C'est pas nécessaire de faire autant de parcours. Oui, c'est récompensé un petit peu à la fin aussi d'avoir plusieurs parcours, mais faut vraiment faire attention à ça. Je me suis fait avoir avec ça. En fin de partie, là, quelqu'un qui est allé chercher un meeple, je l'ai vraiment pas vu aller. Je pensais pas qu'il pouvait aller chercher une égalité sur une majorité là-dessus. Puis ça m'a coûté la partie malheureusement, mais j'apprécie toujours le Ticket to Ride. Puis Germany, je trouve, avec les petits passagers, ça rajoute vraiment une twist très intéressante au jeu. J'ai rejoué encore une fois à Steamrollers en solo. C'était pour présenter ma partie là, que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est toujours très le fun de jouer à Steamrollers, autant en solo qu'en multijoueur.
Je vous en ai parlé dans dernier épisode, fait que je veux pas m'éterniser sur ça. J'ai essayé Black Orchestra que j'ai reçu. J'ai fait 2 parties jusqu'à maintenant. J'ai 2 victoires en 2. Ça va quand même bien. J'ai joué au niveau facile et standard, puis aussi d'autres niveaux de difficulté. Il y a le niveau difficile aussi. Je pense que lui, ça va être une autre paire de manches. Puis aussi façon d'encore plus augmenter la difficulté du jeu en retirant plus de cartes événements. Donc la partie, le temps pour jouer est de plus en plus court. Dans mes 2 parties, ça a quand même bien été. Parfois, ça allait pas comme je voulais, mais on réussit à se reprendre. C'est sûr que au final, quand on tente d'assassiner Hitler, c'est un lancer de dés. Il y a quand même des probabilités, puis on peut avoir de plus en plus de dés. Fait que plus on a de dés, plus on a de chance. Par contre, il faut faire attention. On peut aussi, avec un certain symbole sur le dé qui est moins présent, on peut aussi se faire arrêter en raison de ça, vu qu'on a tenté puis on s'est fait attraper justement par les collaborateurs d'Hitler. Donc, Black Orchestra, j'ai vraiment apprécié les 2 parties solo que j'ai fait jusqu'à maintenant. En solo, dans le fond, on va jouer 2 personnages et on va tenter tout simplement. Là, ça joue très simplement. C'est sûr, je vais vous présenter ça là, prochainement sur la chaîne YouTube de Board Game Québec. Je vais vous présenter là, une partie en solo. J'ai également essayé le nouveau plateau Toscanie pour viticulture avec aussi un des modules. Je n'ai pas essayé le module des personnages encore. Je l'ai essayé en solo. Là, je voulais voir comment ça allait rouler et tout. Ça a été très difficile comme partie. C'était pas évident. Surtout aussi sur la petite carte en bas à gauche où on va avoir des majorités en solo. Il y a beaucoup de majorités qui se font par l'automa. Donc, il y a beaucoup de points qui se font à la fin pour lui. Donc, il faut s'assurer d'être assez avancé au niveau des points au moment de la fin de la partie. Ça joue en 7 années aussi. C'est vraiment le fun. Faut pas faire d'action inutile dans viticulture. Puis là, avec on peut jouer dans les 4 saisons, différents événements, différentes actions plutôt. Puis ils ont rajouté des bonus aussi quand on joue. Ils ont déplacé d'endroits, donc des fois on a un petit peu plus de bonus de partie. Donc c'est très intéressant ce nouveau plateau de jeu-là. Et j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner là en multijoueur. J'ai essayé également quelques parties là, de Sagrada en solo. Très sympathique comme petite expérience. On va avoir la piste de pointage où on va laisser certains dés tout au long de la partie, plus qu'un souvent. Et ce total-là va faire le pointage de l'automa. Mais il faut aussi se faire notre plateau personnel. C'est moins 3 points par tuile, par case qu'on n'a réussi pas à remplir. Puis, il y a différents niveaux de difficulté. Au plus facile, on va avoir 5 cartes d'outils, donc différents événements qu'on va pouvoir faire. Puis ces outils-là, c'est des dés qu'on utilise que l'automa n'aura pas. Et à niveau facile, j'ai pas encore réussi à gagner. C'est vraiment un beau petit challenge là, en solo pour Sagrada. Et finalement, pour conclure les expériences de jeu, mon expérience avec le 7e continent. J'ai joué quelques sessions jusqu'à maintenant. Je suis dans la première aventure, la déesse Vorace. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pensais pas être si pris dans le jeu, aussi des fois être frustré, puis tu recommences, tu meurs, non, tu fais ah non, c'est pas vrai, je suis mort encore. Bon, je vais essayer d'autres choses, mais là tu te prends des notes un peu dans ta tête, là, tu te dis ah, est-ce que je suis allé là? Oui, je suis peut-être allé, non, là j'y vais. Ah, finalement, je meurs. Ah non, bah, faut plus que j'aille là. Donc, il y a des petites notes à se prendre. À un moment donné, peut-être que je vais me prendre un petit calepin aussi, là, juste pour se prendre des notes, pour à quel endroit ne pas aller. Des fois, tu passes par peut-être un autre chemin, tu te ramasses à quelque part, tu sais pas trop t'es où, où tu t'en vas, parce qu'on a on a une carte d'indice au début de la partie pour un peu le chemin, pour trouver la malédiction. Le principe du deck de cartes, c'est notre point, notre vitalité est vraiment très intéressant, mais c'est en même temps les cartes qui vont nous permettre d'avoir des outils, des éléments pour combattre les différents événements dans l'aventure. C'est vraiment très le fun. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on peut sauvegarder. Donc j'ai joué des parties de soir, là, je l'ai reçu lundi, puis là on est samedi, donc j'ai déjà joué quelques parties et ça me permet dans le fond de juste jouer peut-être 1 heure, mais d'avancer l'aventure.
Puis, à un certain point, tu dis, bon, ok, j'étais à un point assez stratégique, je vais sauvegarder là et on va reprendre par la suite. Parce que qu'est-ce que ça fait quand on sauvegarde? C'est qu'on ne verra plus qu'est-ce qu'on avait fait. Il faut s'en souvenir, mais on peut le refaire à l'envers, mais ça ne sera peut-être pas intéressant. Donc, on ne pourra pas peut-être se dire « Ah, je vais aller par là après ». Mais on repart de la carte où on est rendu, puis on peut aller explorer dans d'autres directions. Donc, c'est un peu pour ça que je dis de points stratégiques, là. Au final, là, j'ai très hâte là, de continuer ces aventures-là. Il y a 4 malédictions dans la boîte de base. Je pense que je vais en avoir assez pour ça, je l'espère. Ou si je vais être trop pris, puis je vais regretter de ne pas avoir pris les extensions parce que c'est tout ce que j'ai pris dans le jeu, mais on verra rendu là. De toute façon, il y a tellement de jeux qu'à un moment donné, ça devient difficile de jouer à tout ça, puis c'est le fun d'essayer des nouveaux jeux aussi. Donc, c'est ça pour le 7e continent jusqu'à maintenant, là, pour mon expérience. C'est ça, je vais vous en reparler dans le prochain épisode parce que je vais continuer aussi mon aventure sur ce jeu-là. Donc, ça complète pour les expériences de jeu et on s'en va au projet québécois. Le projet québécois de l'épisode, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé, qui est la location de jeux à Québec, mais maintenant ça s'appelle la Caverne du Meeple, qui est basée à Val-Bélair. Et il y a maintenant aussi, ils font des vidéos règles maintenant sur leur chaîne Facebook, sur leur page Facebook et aussi sur leur chaîne YouTube, nouvelle chaîne YouTube, là, la Caverne du Meeple. Je vous invite à aller voir ça, vous abonner à cette chaîne-là. Donc, ils font des vidéos d'explication de jeux qu'ils ont aussi dans leur bibliothèque là, pour louer. Donc, ça vous donne une idée. En plus, si vous allez louer le jeu, bien, vous allez avoir les règles aussi. Donc, si vous aimez ça, allez écouter des vidéos, puis vous n'êtes pas fan de lire des livrets de règles, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, je vous invite à aller voir ça, la Caverne du Meeple. Il y a une page Facebook et également une chaîne YouTube. Comme j'ai mentionné, je vais mettre les liens pour tout ça dans l'épisode. Alors sur ce, on va conclure cet épisode-ci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite là, à aller mettre des étoiles sur iTunes. J'ai vu que j'en avais quelques-unes, quelques 5 étoiles sur iTunes, donc j'étais très content de ça. N'hésitez pas aussi là, à aller sur les différentes plateformes si vous les écoutez de différentes façons. Donc, comme je disais, sur iTunes, sur Stitcher, sur Google Play, sur les différents réseaux québécois, RZO, Balado Québec, etc. Il y a plein de façons d'écouter le podcast en audio. Sinon, en vidéo, c'est sur YouTube, sur la chaîne de Board Game Québec. Et donc sur ça, ben, merci encore une fois d'avoir écouté l'épisode. Abonnez-vous à la chaîne Board Game Québec, allez liker la page Facebook. Donc tous ces éléments-là, faites-les si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit là, très bientôt, le mois prochain, là, pour un autre épisode du podcast de Board Game Québec. Alors sur ce, bye bye!